à l'Université de Montréal d'avoir un projet d'avenir. Ça fait du bien, trouvez-vous, dans notre société québécoise remplie d'amertume, de dire hey, il y a quelque chose de neuf qui s'adresse aux jeunes, qui ont un projet qui va les rendre heureux et qui va nous combler comme société. Moi, je suis de ceux qui ont bénéficié de l'Université de Montréal et je peux vous dire que ce que j'ai appris de plus précieux à l'université, c'est encore présent aujourd'hui. C'est pas la connaissance qui nous est donnée, et surtout de nos jours où la connaissance est si accessible, c'est pas ça que l'université fait de plus précieux pour nous. Ce que l'université fait pour nous, c'est de nous apprendre à penser, nous apprendre à réfléchir, nous apprendre à chercher des réponses. Et ça a été ma passion. C'est la passion qu'on a créée en moi quand j'étais étudiante au département de psychologie de l'Université de Montréal. Et je pense que vous avez pu calculer que ça fait un bon bout de temps de ça. Et cette passion-là m'habite encore aujourd'hui. Et quand je vois un jeune qui est très stressé par rapport à ses notes, en psychologie, ça compte beaucoup parce qu'ils veulent être admis au doctorat, je lui dis « aie des bonnes notes », mais pas au détriment d'acquérir la passion de la psychologie. C'est ça qui va faire de toi un bon psychologue. Le désir d'aider, le désir de connaître pour aider, mais jamais mettre la connaissance ailleurs qu'au service de la cause qui nous habite. Vous savez, quand j'ai étudié en psychologie, puis Hélène sûrement aussi, bien qu'elle soit plus jeune que moi, elle ne l'a pas dit, mais c'est ça. On étudiait en psychologie, on étudiait le malheur. On étudiait la souffrance. Et c'est encore très pertinent qu'en psychologie, on étudie ça. Et heureusement, dans les dernières années, notre discipline a évolué et il y a de plus en plus de recherches et de connaissances sur la psychologie positive, c'est-à-dire la psychologie du bonheur. Moi, quand j'avais 20 ans, si on entrait dans une classe et qu'on parlait du bonheur, on avait forte chance de ne pas avoir une bonne note en philosophie. C'était mal vu, ça, de rechercher le bonheur. Vous souvenez-vous des existentialistes qui souffraient? Il fallait souffrir pour avoir une dignité intellectuelle. Ben moi, je ne suis pas de ceux qui privilégient la souffrance et je pense que la connaissance s'acquiert aussi dans le bonheur. Et j'espère, ce soir, arriver à transmettre quelque chose. Il y a énormément de recherches qui ont été faites sur le sujet et je n'ai pas préparé ma conférence pour vous faire un résumé de la connaissance. Elle est accessible. Mais j'espère pouvoir, en chacun de vous, faire vibrer quelque chose qui vous donne envie d'aller plus loin dans ce que vous êtes. C'est le mandat que je me suis donné. Pourquoi on ne valorise pas plus le bonheur? Je ne sais pas. Pourquoi j'ai eu, moi, comme clinicienne, tant de patients? Et j'en ai fait beaucoup de cliniques. Là. Maintenant, je suis présidente de l'ordre, j'en fais beaucoup moins, mais j'ai vu du monde dans mon bureau, dans la vie. Et je suis fière de ça. J'en ai vu tellement commencer la première entrevue en me disant « Moi, mes parents m'ont tout donné. » Parmi vous, combien ont senti ça? Dire, mes parents m'ont tout donné. Mais il semblerait donc, puisqu'ils étaient dans mon bureau, que leurs parents leur avaient tout donné, mais qu'il y avait quand même quelque chose qui manquait. Premièrement, les parents n'ont pas le pouvoir de tout donner. Ça règle la question. Les parents parmi vous, ça peut vous soulager pour le reste de la soirée. On ne peut pas tout faire. D'ailleurs, il y a un auteur en psychologie qui nous avait sauvés, nous autres, parce que vous savez, quand vous êtes une jeune fille et que vous étudiez en psychologie et qu'on explique tous les malheurs du monde par les mauvaises mères, ça ne vous donne pas trop envie d'avoir des enfants, ou en tout cas, ça augmente votre angoisse d'avoir des enfants. Et Winnicott a vraiment élaboré le concept de mère suffisamment bonne. Où il disait, une bonne mère, c'est une mère suffisamment bonne. Ça nous a rassurés. On espère être suffisamment. Et un bon parent, c'est un parent qui peut apporter suffisamment, mais c'est jamais un parent qui peut tout apporter.
Mais très souvent, particulièrement dans la mentalité québécoise, on a valorisé le fait de se sacrifier pour ses enfants, se sacrifier pour son conjoint, se sacrifier maintenant même pour ses parents, pour ceux qui ont des parents âgés. Ah, c'est pas un cadeau à faire à quelqu'un que de se sacrifier pour lui. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant, c'est de montrer qu'un adulte, ça peut être heureux. Et si en plus cet adulte-là, c'est son père ou sa mère, on l'a comblé. Fait que mes patients à qui les parents avaient tout donné, peut-être qu'il y a une chose qu'ils ne leur avaient pas donnée. C'était l'image de des parents heureux. Et qu'on se souvienne, chacun de nous, les jours où on a vu nos parents heureux, comment ça nous a fait du bien. Être un modèle de bonheur, c'est apporter quelque chose aux autres. C'est aussi être une personne agréable. Si vous arrivez au travail, puis que vous travaillez avec des gens qui n'aiment pas ce qu'ils font, ou avec des gens qui ne valorisent pas le fait de travailler, bien, vous allez passer une journée plus difficile que si vous arrivez au travail avec quelqu'un qui vous dit « Hey, c'est le fun, aujourd'hui, on fait telle chose. » Moi, je connais une gestionnaire dans mon organisation qui commence ses phrases en disant à ces gens « Ça vous tente-tu, on va faire telle affaire. » Ça leur tente tout le temps. Quand tu commences comme ça, c'est beaucoup mieux que quand tu dis « Oh, j'ai rencontré la présidente, là, puis là, elle nous a dit qu'il fallait faire telle affaire. » C'est mal parti, ça, en général. Parmi les premières études qui ont été faites sur le bonheur, elles ont été faites ici à l'Université de Montréal, au département de psychologie, en psychologie sociale. Les CIMAR qui les a faites. C'était des études corrélationnelles sur qu'est-ce qu'on retrouve en même temps que le bonheur. On a commencé par la beauté. Tu dis, tout le monde veut être beau, ça doit être parce que la beauté, c'est corrélé au bonheur. Non. Le fait d'avoir un défaut physique, d'avoir une incapacité physique, oui, ça crée du malheur. Mais ensuite, c'est pas proportionnel. La jeunesse, on s'est dit la jeunesse, tout le monde veut rester jeune, ça doit être ça qui rend heureux, la jeunesse. Non. L'incapacité en vieillissant peut rendre les gens malheureux. Mais le bonheur, c'est pas proportionnel à la jeunesse. L'image la plus frappante, c'est que quand vous avez 14 ans et que vous vous trouvez un bouton, vous êtes plus malheureux que quand vous avez 60 ans et que vous voyez une ride. Et pourtant, la ride va rester, elle va grandir et le bouton va disparaître. Fait qu'on n'est pas plus heureux quand on est plus jeune, semble-t-il. L'argent. La pauvreté rend malheureux. Ceux qui disent l'argent n'a rien à voir, c'est faux. L'argent a à avoir. La pauvreté rend malheureux et c'est intergénérationnel. L'enfant devient plus malheureux parce que les parents étaient pauvres et tout ça. Mais au-delà d'un certain seuil, le bonheur n'est pas proportionnel. Et donc, on a identifié qu'il y avait un facteur qui est en corrélation positive avec le bonheur et c'est d'avoir des projets, de s'engager dans quelque chose, d'avoir un projet, des projets. Et donc, on met en opposition, est-ce que le bonheur, c'est avoir ou être? Vous voyez ça très souvent. Eh bien, c'est surtout être, mais il n'y a rien contre avoir. Pourquoi ce ne serait pas être et avoir? Mais le troisième facteur, le plus important, c'est, après avoir et être, c'est faire. Parce que, qui suis-je? Cette grande question, je vais y répondre comment? Je peux lire des livres, je peux aller en thérapie, je peux venir à des conférences, mais la connaissance profonde de qui je suis, je l'aurai dans l'action. Pendant que je fais une chose, je me connais à travers cette action. Je vois si je suis à l'aise ou non pendant que je le fais. Je vois l'impact que j'ai. Je vois les difficultés que j'ai. Et donc, faire, ça contribue à être. Ça contribue à notre identité. J'aurais beau
vous donnez tous les compliments du monde, vous donnez toutes les belles étiquettes, si au fond de vous, vous ne vous sentez pas compétent, si vous vous sentez coupable, il y a quelque chose que je ne pourrai pas réparer de l'extérieur. Et je pense que ça, c'est une des choses qu'on doit apprendre à nos enfants. Nous, les psychologues, on a contribué à ça. On a beaucoup dit aux parents, vous savez, vos enfants, il faut les valoriser, il faut les supporter. Là, on a tous compris le message, il faut leur faire des compliments, puis quand ils attachent leurs souliers, c'est extraordinaire, tu attaches tes souliers, tout ça, bon. Et peut-être que dans certains cas, on a péché par excès. On a tellement fait de compliments que ce qu'on a mis dans la tête de l'enfant, c'est que sa valeur à lui, c'est nous qui allions lui donner. Alors, ce qui compte pour lui, c'est qu'il l'acquiert, lui, sa propre capacité de dire « je suis bon là-dedans ». Et pour ça, il faut le laisser en juger lui-même. Et pour ça, il faut le laisser agir. Donc, être, avoir et faire, c'est indissociable pour être heureux. Maintenant, est-ce que tous les projets rendent heureux? Hélène donnait de beaux exemples, et j'en ai vu, elle en a sûrement vu en clinique, comme moi, des exemples de personnes qui, de l'extérieur, vous dites, mais cette personne-là, tout ce qu'elle touche lui réussit. Que ses parents doivent être fiers d'elle. Que vous devez... Et combien de parents entendent ça? Que vous devez être fiers de votre enfant. Et au fond d'eux, ils le savent à quel point cet enfant-là peut par ailleurs avoir des difficultés. Parce que vous savez ce qui paraît, quelquefois, pas toujours, mais quelquefois ce qui paraît, c'est une couche de vernis très épaisse. Moi, j'ai une image, un symbole qui m'est très cher. Et ce sont les petites poupées gigognes, les poupées qu'on entre une dans l'autre. D'ailleurs, si un jour vous venez dans mon bureau, j'en ai, je suis allée en Russie et je me suis dit, il y a une chose que je vais me rapporter de la Russie, puis c'est vraiment des poupées russes, de belles poupées russes. Pourquoi ce symbole-là est important? Parce que pour moi, il décrit très bien la réalité d'un être humain. On est petit, puis on grandit, puis on acquiert une image, on acquiert de la valorisation, on acquiert des diplômes, il y a des gens qui nous respectent, on acquiert des biens qui... Donc, on a identifié qu'il y avait un facteur qui est en corrélation positive avec le bonheur, et c'est d'avoir des projets. La connaissance profonde de qui je suis, je l'aurai dans l'action. Donc, être, avoir et faire, c'est indissociable pour être heureux. Les projets ont un impact énorme sur notre vie. On se doit d'en avoir, mais ils doivent nous ressembler. Du 28 novembre au 9 décembre 2011, la première délégation de la jeunesse du Québec était à Durban, en Afrique du Sud, pour la conférence de l'ONU sur les changements climatiques. Prenez part à l'aventure sur les ondes de Canal Savoir. Soyez-y avec nous.
de demander à un psychologue de parler d'argent. Tellement il y a peu de littérature sur le sujet. Et je me suis posé la question, pourquoi? Et c'est parce qu'il en est question partout, mais sans appeler ça de l'argent. Il n'y a pas beaucoup de phénomènes psychologiques où on ne regarde pas quel est le lien avec la réalité. Or, il y a deux marqueurs très, très importants de la réalité, bon, au-delà des lieux, qui sont le temps et l'argent. Hein? Le temps que ça vous prend, le temps ne reviendra pas, l'argent que vous avez utilisé non plus. Et le thème de l'argent, moi, je mentionnais ça à quelqu'un au tout début de ma carrière, quand j'ai commencé à pratiquer comme psychologue, il ne me serait pas venu à l'idée de poser la question dans une entrevue d'évaluation où on cherche à savoir c'est quoi les sources de difficultés des gens. Il ne me serait pas venu à l'idée de poser une question comme « Quel est votre rapport à l'argent? Est-ce que c'est une source de stress? » Parce que c'est comme, bon, s'il y a quelque chose, ils vont m'en parler. Non. On a plus de difficultés à admettre nos difficultés avec l'argent que nos problèmes sexuels. Il est plus question de... On peut en parler avec plus de joie de vivre quand on parle de sexualité que quand on parle d'argent. Et si j'ai un objectif ce soir, c'est justement d'essayer de vous rejoindre pour déculpabiliser tout le monde dans la salle ici, tout le monde qui trouve qu'ils ne sont pas assez rationnels, pas assez organisés, qu'ils auraient dû, qu'ils n'auraient pas dû, puis comment ça se fait. Souvent les spécialistes sont très, très culpabilisants par rapport à l'argent. Parce qu'ils vont vous dire, écoutez, si vous voulez en avoir suffisamment pour bien vivre jusqu'à tel âge, bien, il faut que vous fassiez telle chose, telle chose, telle chose maintenant. Et si vous êtes un être entièrement rationnel, vous allez faire ça. Je me souviens, un soir, j'ai été invitée à prononcer une conférence devant des gens qui allaient bientôt prendre leur retraite. Et la personne qui me précédait, c'était un planificateur financier. Donc, moi, j'étais supposée m'occuper d'eux pour le stress qu'ils avaient à vivre, de changer de mode de vie, de vivre la transition. Puis lui, il s'occupait de leurs finances. Mais moi, j'arrivais plus tôt pour me mettre dans l'ambiance et j'ai écouté sa présentation. Écoutez, j'étais stressée moi-même. Je n'étais pas au bord de prendre ma retraite, mais le message que je venais d'entendre, c'était que toute dépense que je faisais maintenant me coûterait très, très, très cher plus tard quand j'aurais besoin d'une infirmière, puis que je serais très malade, puis souffrante, puis que j'aurais... Pendant ce temps-là, je suis allée en Europe plutôt que mettre de l'argent de côté pour payer mon infirmière plus tard. Bon. Et je pense donc, oui, que c'est le rôle d'un psychologue de faire réfléchir par rapport à l'argent, parce que l'argent, ça habite nos vies au plan réel, au plan concret, mais aussi au plan symbolique, et ça, dans toutes les sphères de notre vie. Donc, peu d'écrits en psychologie directement sur l'argent, mais des écrits sur les impacts de la pauvreté. Des écrits, évidemment, sur les différents modes de rémunération. En psychologie du travail, ça a été beaucoup étudié, les modes de rémunération. Qu'est-ce qui fait que les gens produisent plus? Est-ce que, par exemple, quand on paye les gens à commission, est-ce que ces gens-là vont produire plus? À court terme, oui. À long terme, non. Il y a plus de problèmes de santé. Il y a moins de motivation intrinsèque. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est fait pour travailler. On est fait pour faire quelque chose, pour produire quelque chose. Vous n'avez jamais vu ça, un enfant qui n'a pas le goût de rien faire. Il est très petit.
Hein? Le hochet, il n'a pas juste envie qu'il soit là à côté de lui, il a envie qu'il fasse du bruit, qu'il fasse quelque chose. L'être humain est fait pour faire quelque chose. Le travail, ça fait partie de notre nature. Mais si on dit maintenant, à chaque effort que tu vas faire, je vais te donner tant. Puis si tu fais aucun effort, je te donne rien. On transforme ce qui était de la motivation intrinsèque, tout à fait naturelle, la motivation à faire quelque chose, on la transforme en motivation extrinsèque, c'est-à-dire je ne me comporte que pour ce que je vais obtenir. Et si je fais que ça, bien, à ce moment-là, le plaisir que j'avais à travailler, le plaisir que j'avais à produire un travail de qualité, à appartenir à un groupe de personnes qui réalisent un projet commun, c'est tout ça le travail, bien, je le perds. Ceci dit, si on arrêtait de nous payer, la très, très grande majorité d'entre nous, on arrêterait de travailler là. On s'entend là-dessus, puis je ne suis pas en train, allez pas dire ni à votre employeur, ni à votre syndicat que j'ai dit que c'était plus nécessaire de payer le monde. Bon. Mais dans les modes de rémunération, il faut quand même tenir pour acquis que la personne ne fait pas chaque geste pour $1. Dans le mode de rémunération, il faut faire en sorte que la personne se sente respectée, se sente traitée avec justice. Ça, c'est un élément essentiel. Le sentiment d'injustice va démotiver toute une équipe. Mais il est faux de prétendre que parce qu'on paye à la pièce, on va avoir à long terme plus de pièces. Alors, l'autre chose, c'est le gros changement social, c'est qu'il fut un temps où on avait autant d'employés qu'on en voulait, et donc, s'il y en avait un qui était épuisé, ben, on le remplaçait par un autre qui n'était pas encore épuisé. Bon, socialement, c'était assez dramatique. C'est en train de changer parce qu'on n'a pas autant de personnel qu'on en voudrait, puis la rétention du personnel compétent va mobiliser aussi les employeurs, de sorte qu'il va y avoir une recherche pour faire en sorte que les énergies soient à long terme et pas seulement à court terme. La pauvreté, vous savez, on a fait des études sur le bonheur pour essayer de savoir qu'est-ce qui était responsable du bonheur. Évidemment, on a étudié l'argent, puisque tout le monde en veut de l'argent, ça doit être parce que ça rend heureux. On a étudié les différents niveaux de revenus. On a constaté qu'effectivement, la pauvreté rend malheureux. Ceux qui disent l'argent, ça n'a pas d'importance, ça c'est faux. L'argent, ça a de l'importance. Quand vous êtes enfant, puis que vous vivez dans un milieu où même physiquement vous êtes inconfortable, quand vous n'avez pas la nourriture qu'il vous faut, quand vous n'avez pas le vêtement qui vous donne une certaine dignité quand vous entrez à l'école, il est faux de prétendre que vous avez les mêmes chances que l'autre qui a tout ça. C'est pas vrai. Et il est faux de prétendre que psychologiquement, ça n'aura pas un impact sur la relation familiale, quand vous avez un père, une mère qui sont stressés, qui ont peur de ne pas pouvoir finir le mois puis payer la commande d'épicerie, c'est pas vrai que ça crée la même atmosphère familiale que s'il n'y a pas ces difficultés-là. Donc, oui, la pauvreté, ça a un impact terrible. Comme société, c'est une chose dont on devrait s'occuper parce que la pauvreté nous coûte cher. Elle nous coûte cher en termes de soins de santé. Il y a beaucoup plus de consommation de soins de santé chez les personnes à faible revenu. Elle nous coûte cher en termes juridiques. Il y a beaucoup plus de problèmes juridiques, beaucoup plus de problèmes de violence. Mais elle nous coûte cher à très, très long terme parce que c'est héréditaire. Je mets le mot héréditaire entre guillemets. Mais si vous avez vécu dans un milieu qui était pauvre matériellement, très souvent, il a aussi été pauvre à d'autres niveaux et la difficulté de s'en sortir est plus grande. Et donc, il est possible que d'une génération à l'autre, d'ailleurs, c'est plus que possible, c'est documenté, d'une génération à l'autre, et de nos jours encore plus, on a plus tendance à rester dans le même niveau socio-économique. Donc, l'argent, c'est une réalité et un symbole, et souvent c'est à la frontière des deux.
Bien sûr, c'est une réalité concrète, c'est une question de survie. Vous pouvez pas, si vous avez zéro argent, puis que personne ne vous aide, vous allez mourir. C'est pas rien, c'est une réalité concrète. C'est une question de confort aussi, de qualité de vie. Qu'est-ce que ça a à voir avec la psychologie, le confort et la qualité de vie? Bien, ça a à voir beaucoup. Parce que le matin, quand vous vous levez pour aller travailler, et que vous avez passé une nuit à bonne température, puis que vous avez ce qu'il faut pour déjeuner, puis qu'en plus, vous pouvez vous rendre au travail par des moyens confortables, ça se pourrait que vous soyez une personne plus performante. Si vous êtes une personne plus performante, vous allez rencontrer, vous allez satisfaire un besoin qui est presque aussi fondamental que celui de se nourrir, et c'est le besoin d'estime de soi. Vous allez non seulement être valorisé de l'extérieur, mais vous allez vous-même sentir votre rapport à la réalité, votre pouvoir sur la réalité, votre capacité d'être compétent, de faire des choses. Et ça va influencer votre capacité de gain. Il y a un cercle dans tout ça. Donc, la qualité de vie, ça a un impact aussi sur comment on se sent comme personne. La sécurité, évidemment, si vous avez le moyen de vous payer un appartement décent, il est possible que vous soyez plus en sécurité que si ce n'est pas le cas. Le réseau, avec qui vous vous tenez, qui vous parle, à qui vous parlez. L'image, évidemment, l'image que vous projetez chez d'autres, mais aussi qui vous est renvoyée, donc celle que vous avez de vous-même. Les possibles, ça c'est une réalité concrète. Hein? Vous avez un problème, je sais pas, moi vous avez quelque chose, un système de chauffage qui ne fonctionne plus, bien, si vous avez de l'argent, vous allez le faire réparer tout de suite, puis si vous n'avez pas d'argent, vous allez le faire réparer dans 1 mois ou dans 3 mois. Alors, le possible, il s'inscrit en vous comme étant « moi, je peux résoudre des problèmes » versus « moi, je ne peux pas résoudre des problèmes ». Et c'est une réalité sociale, bien sûr, parce que on est fait pour l'ascension sociale. De tout temps, les enfants ont pu rêver de dépasser leurs parents. Ce qui est la nature même de la jeunesse, c'est de pouvoir rêver d'aller plus loin que ses parents, de rejoindre un idéal et même de dépasser cet idéal-là. Il ne faudrait pas penser que du seul fait qu'ils ont un cellulaire, ils sont riches. La richesse, ce n'est pas seulement ce qu'on a actuellement, c'est ce qu'on est en droit d'espérer. Rêver, c'est important. Fait que c'est tout de suite que je vais vous parler de la loterie. Je ne savais pas quand est-ce que je vous en parlerais, là, mais je vous en parle tout de suite. Bon. Moi, je trouve ça triste qu'au Québec, peut-être dans d'autres sociétés, mais c'est le Québec que je connais le mieux, puis c'est la télévision québécoise que je regarde. Donc, c'est là que j'entends, que je vois les publicités, que ce qui déclenche le rêve, c'est un billet de loterie. C'est triste, puis vous comprendrez que je ne suis pas subventionnée par l'Auto-Québec pour venir vous dire ça. J'ai pas non plus d'ennemis chez l'Auto-Québec, j'ai passé comme ça. C'est triste qu'une société, des plus jeunes aux plus vieux, rêve que quelque chose va arriver comme ça, comme par magie. Et quelque chose qui, évidemment, n'est pas rationnel. Si on regarde la probabilité de gagner à la loterie, elle est très, très faible. Donc, la probabilité de gagner est tellement faible que normalement, c'est plus économique de ne pas en acheter de billets. Mais comme société, on en a besoin. Hein? Le gouvernement, les rentrées d'argent qui sont dues à la loterie sont substantielles et utilisées aussi par le gouvernement. Donc, on est un peu à la merci de ça, d'une certaine manière. Or, il y a des études qui ont porté là-dessus pour savoir est-ce que de gagner à la loterie, ça rend heureux.
puisque tout le monde, vous savez, c'est difficile de se retenir quand l'annonce vient de passer à la télé, c'est difficile de ne pas imaginer quelle serait ma vie si je gagnais 20 millions, tant qu'il y a 30, 40 millions, 50 millions. Allons-y. Et les études montrent que la première année, après avoir gagné à la loterie, vous êtes beaucoup plus heureux. Mais qu'au bout d'un an, votre degré de bonheur redevient le même. Parce que les facteurs qui font qu'on est heureux, ils ne sont pas juste dus à ce que l'argent permet. Et aussi, c'est que notre façon, notre rapport à l'argent ne change pas du fait qu'on a gagné. Donc, on redevient nous-mêmes. On chicane avec les voisins pour la clôture, là, on chicane avec d'autres mondes pour 2 millions. On chicane pareil. Puis c'est le stress de la chicane qui nous habite. Il y a des gens qui ont peur de perdre ce qu'ils ont. Alors, avant de gagner, ils n'avaient pas peur de perdre, il n'y avait pas tout ça, et là, maintenant, ils ont peur de perdre. Il y a des gens qui ont peur d'être aimés juste pour ce qu'ils ont. Et l'argent, bien sûr, qui est gagné à la loterie ne prend pas le même sens que l'argent qui est gagné par le travail. Donc, l'argent, ce n'est pas que rationnel. Hein? Si c'était rationnel, les publicitaires ne feraient pas ce qu'ils font. Parce qu'une publicité, c'est pas de l'information. La plupart, je ne sais pas si ça vous frappe des fois, vous regardez une publicité, ça suscite le désir d'acheter l'objet, mais ils ne vous disent même pas où aller le chercher. Ils n'en sont pas là. Alors, vous savez qu'au tout début de la publicité, ce n'était que de l'information. Et c'est qui a semé le trouble? Les psychologues. Il y a près de 100 ans, les psychologues qui ont expliqué que, oui, mais si vous voulez que les gens achètent, c'est pas juste de l'information qu'il faut leur donner. Il faut que vous les motiviez à acheter. Et pour motiver, associez votre produit à quelque chose qui les motive toujours. Le cas classique, la belle auto avec la belle femme, qui donne l'illusion que les deux vont ensemble. Et, évidemment, on fait moins ça maintenant, on est plus politiquement correct, quoique il y a des écarts de temps en temps. Si on n'était que rationnel, pensez-vous que les marchands mettraient les prix à 24,99 $? On arrondirait toujours à 25 $. S'ils continuent de le faire comme ça, c'est parce qu'on n'est pas rationnel. On n'est pas des êtres complètement rationnels, et c'est vrai par rapport à l'argent comme pour le reste. La publicité est là pour susciter des émotions, plus que pour donner de l'information. Et ce sont les émotions qui vont nous amener à poser un geste. L'argent, c'est un symbole. C'est un grand symbole. Notre tout premier rapport à la vie est un rapport matériel. La première chose que vous ressentez quand vous venez au monde, vous avez faim. Vous avez besoin de nourriture. Et pendant que vous êtes nourri, donc que vous recevez quelque chose qui est matériel, ça amène chez vous une détente. Hein? Si vous avez déjà nourri un bébé, là, que ce soit à bouteille ou au sein, là, vous sentez à un moment donné là, la détente s'installer dans son corps. Vous recevez détente et amour, en général, au même moment. Vous ne trouvez pas qu'il y a une analogie avec les personnes qui disent « Ah, moi, quand je suis stressée, je vais magasiner. » Se nourrir, c'est consommer. Donc, symboliquement, consommer, c'est recevoir quelque chose qui est associé à la détente, à l'amour. Ça ne se peut pas que quelqu'un consomme plus de vêtements qu'il ou elle a besoin, surtout elle, consomme plus
Plus d'équipements de sport. Ah oui, ça, j'ai lu toutes sortes d'affaires intéressantes pour préparer cette conférence-ci parce que vous savez, la question à savoir est-ce que les femmes sont plus raisonnables que les hommes dans la consommation. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne nouvelle, on est tous les deux pas raisonnables. Mais pas pour les mêmes choses. Nous autres, les femmes, on est plus impulsives sur les petits objets. Tu sais, on a envie de ça, c'est beau, on a envie, bon, ça. Les hommes, sur les choses plus importantes, mais ils sont des plus grands consommateurs d'objets de sport, de technologie. Et quand un homme et une femme ont le même revenu, l'homme a tendance à investir à plus long terme que la femme. Typiquement, dans les couples, la femme achetait, c'est moins vrai maintenant, mais elle avait tendance à acheter la nourriture et les vêtements pour les enfants, puis l'homme payait l'hypothèque. Au moment de la séparation, s'il n'y avait pas des papiers, c'était bon. Donc, on est tous les deux irrationnels, les hommes et les femmes. Donc, la consommation, c'est très chargé émotivement. Et souvent, la personne consomme pour compenser pour un manque, pour un vide, qui ne sera pas comblé par l'objet en question. Mais c'est ça qui se passe quand on déplace sur un objet X un autre besoin que celui que cet objet-là auquel cet objet-là peut répondre. Les cadeaux. Là, le temps des fêtes s'en vient. Moi, quand le temps des fêtes arrive, immanquablement, il y a une couple d'animateurs de radio qui m'appellent pour savoir si j'irais donner une entrevue sur la difficulté du temps des fêtes. On n'était pas supposé avoir du fun, ça s'appelle les fêtes, ça. Moi, je suis toujours appelée pour aller expliquer pourquoi on souffre tant dans le temps des fêtes. Il y a un élément très problématique, c'est les cadeaux. Bon, évidemment, on peut penser, les restrictions budgétaires, les cadeaux, ça coûte cher. Oui, il y a ça. Mais ça va plus loin que ça. Le cadeau est investi de toute la relation. On voudrait, par ce cadeau-là, démontrer à l'autre à quel point on le connaît, à quel point on l'aime, à quel point on est prêt à laisser une partie de nous-mêmes pour combler son besoin ou son désir. C'est mission impossible. Il n'y a pas un objet qui peut faire ça. Si on n'est pas capable de satisfaire ces besoins relationnels-là autrement, si on n'est pas capable de se voir aller, on va acheter plein de cadeaux tout le temps. Ça va toujours être insatisfaisant. Et pour l'autre et pour soi. La reconnaissance va être insuffisante. Le problème de la recherche de satisfaction matérielle, c'est pas la recherche de satisfaction matérielle. Que vous ayez envie de boire, de manger, d'avoir chaud, de vous déplacer, d'être bien habillé, c'est rarement ça le problème. Le problème, c'est quand tout ça est un substitut pour d'autres satisfactions auxquelles on doit s'attarder. L'identité. Bien sûr que l'argent joue de façon importante dans l'identité. Parce que tous les indices, premièrement, il y a quelque chose qui m'a frappé justement en préparant cette conférence-ci. J'étais dans un magasin samedi après-midi. Il y a quelqu'un qui est venu payer à la caisse et qui a dit son adresse de résidence, mais tellement fort. C'était clair qu'il voulait que tout le magasin sache son adresse de résidence. Est-ce que ça vous frappe pas des fois dans les annonces d'immeubles, c'est écrit « adresse de prestige ». C'est quand même pas rien. T'sais, comment ça fait que ça te donne du... T'sais? Et donc, la construction de l'identité repose aussi sur ces éléments-là. Cette adresse-là, ces vêtements-là, c'est un magasin de vêtements en plus, c'est cette auto-là, tous ces signes vont contribuer pas à comment vous vous sentez-vous dans un premier temps, mais à comment les autres vous regardent. Alors, comment les autres vous regardent, ça finit par être intégré. Et c'est surtout vrai chez les enfants.
À un moment donné, à l'Ordre des psychologues, on a fait une campagne pour contrer l'intimidation chez les enfants. Parce qu'on essayait de voir tous les facteurs qui pouvaient faire en sorte que certains enfants étaient plus intimidés que d'autres. Il y a quelqu'un qui nous a appelé qui a dit « Moi, on va vous régler ça très simplement. » Généralement, il y a quelqu'un qui a une réponse simple pour à peu près tous les problèmes, tu sais. Fait que, il dit « Si vous voulez qu'ils arrêtent de se faire intimider, les enfants, là, plutôt que de dépenser de l'argent avec des psychologues comme vous le faites, là, achetez-leur tout un chandail Gap. » Il y avait une partie de vérité là-dedans. Les enfants qui sont intimidés à l'école sont le plus souvent des enfants qui sont différents des autres. Et les signes de la différence sont souvent très apparents, comme dans le vêtement. Dans l'identité, il y a aussi tout le sentiment d'avoir réussi quelque chose. Donc, tous ces signes-là sont aussi manifestes d'une réussite. Et chez l'enfant, le besoin de dire « Moi, j'ai des parents qui sont forts. » Hein, on dit souvent cette expression-là « Mon père est plus fort que le tien. » Bon, ça joue dans l'identité de l'enfant de dire « Moi, mes parents sont forts. » Alors, c'est quoi les forces qui sont valorisées dans notre société? C'est aussi le succès économique. Alors, c'est pas complètement innocent. Le sentiment de honte est terriblement lié aux difficultés financières. Et la honte, vous savez, c'est pas comme être gêné. La honte, c'est toute la personne, c'est toute l'identité qui est remise en question. Je ne vaux rien parce que. Je ne veux plus être vu, je veux aller me cacher. Alors, dans les faillites financières, la plus grande souffrance, ce n'est pas ce que la personne a perdu comme confort. La plus grande souffrance, c'est la honte. Or, pourquoi a-t-elle honte? Sinon, du fait que tout ceci a largement contribué à son identité, à la valorisation qu'elle avait. Et là, perdant tout ça, elle a le sentiment de ne rien valoir. Maintenant, dans l'identité masculine, par rapport à l'identité féminine. Mais vous savez, l'homme, on ne change pas les choses en une seule génération. L'homme a été valorisé dans sa capacité d'être un pourvoyeur. Il était un homme valable dans la mesure où il était un bon pourvoyeur pour sa famille. Et donc, l'argent continue d'avoir un impact énorme dans la capacité des hommes de se valoriser. Son identité paternelle, en particulier, est très renforcée par sa capacité de revenu. On sait maintenant que quand dans un couple, la femme gagne plus que l'homme, ça crée des difficultés. Pas parce que l'homme ne veut pas que sa femme gagne de l'argent, puis tout ça, puis pas parce qu'il souhaiterait avoir une réaction. Mais on porte des siècles d'histoire où c'était lui le pourvoyeur. Or, ça peut être source d'humiliation, le seul fait qu'elle gagne plus que lui. Évidemment, dans un couple qui est capable d'échanger puis de réellement mettre les cartes sur table, il y a des solutions à ça. Et c'est sûrement pas moi qui va recommander que les femmes arrêtent de gagner, là. De toute façon, au niveau financier, les femmes ont encore un grand bout de chemin à faire. On n'a pas encore d'équité au niveau salarial de façon... non. Mais au niveau plus intime, dans les couples, oui, il y a cette difficulté-là. Du côté de la femme, une bonne mère, c'est une mère qui nourrit ses enfants. Alors, il y a de plus en plus de femmes qui sont ébranlées dans leur sentiment d'être une bonne mère, parce que beaucoup de familles monoparentales sont des familles dirigées par les femmes, beaucoup dans la pauvreté. Et donc, oui, l'argent a un impact. Les hommes puissants ont un attrait. Le pouvoir de l'homme est attirant. Le pouvoir de la femme, moins. Et quoi qu'il commence à y avoir, ça commence à se rejoindre. Donc, c'est pas
il n'est pas question que d'argent ici. Il est question aussi d'estime de soi, de capacité de séduire, de capacité de se valoriser comme père, comme mari, comme chef de famille, mais aussi comme femme, comme mère, comme capacité d'être attirante, belle. Donc, dans la consommation, il y a aussi de ça. J'aimerais ça faire un tour des émotions qui sont liées à l'argent. Évidemment, le plaisir. Le plaisir de consommer. Écoutez, aller s'acheter quelque chose qui est beau, manger quelque chose qui est bon, c'est une source de plaisir et c'est une source de plaisir immédiate. Le comportement humain y est maintenu par ses conséquences les plus immédiates. Et ça, c'est ce qui tient l'économie. Parce que si on faisait tout là, ce que les conseillers financiers nous disent de faire, là, de ne pas dépenser maintenant pour payer notre infirmière dans 40 ans, bien, l'économie ne fonctionnerait pas là, en ce moment. Bon. Fait que on est fait pour consommer dans le sens où on est fait pour avoir du plaisir et une grande partie de la consommation nous apporte du plaisir. Mais le plaisir de donner aussi, le plaisir de recevoir, le plaisir de la valorisation, parce que quand on reçoit un salaire, on ne reçoit pas juste de l'argent, on reçoit aussi une espèce de mesure de la valorisation. Les peurs. La peur du manque. La peur du manque est une source d'anxiété très, très, très répandue. Et vous pouvez penser que la peur du manque, ça, c'est présent, surtout ou uniquement même chez les personnes qui ont des manques réels, qui ont un risque réel de manque réel. Ah ben non, pas du tout. La peur du manque est très, très envahissante dans toutes les couches de la société, parce que ce que vous avez en général, vous le percevez comme étant votre minimum, votre dû. Vous ne voulez pas manquer ça. Donc, les gens qui ont beaucoup, ben, ils ont peur de manquer, de perdre ce qu'ils ont. C'est leur base de sécurité. Et très souvent, un peu comme j'expliquais tout à l'heure pour ce qui est de la motivation extrinsèque par rapport à la motivation intrinsèque, très souvent, si vous avez beaucoup de possessions, vous finissez par croire que votre sécurité à vous, c'est ça. Puisque c'est le moyen par lequel vous arrivez à résoudre des problèmes, c'est le moyen par lequel vous arrivez à vous identifier aux autres. Et vous perdez de vue le fait qu'en dedans de vous, là, il y a d'autres capacités de résoudre des problèmes. Que votre identité, c'est pas que ça. Et quand vous le perdez de vue, ça, bien, vous vous accrochez à ce que vous possédez et vous avez peur de le perdre parce que c'est ça qui devient votre survie psychologique. La peur, le jugement. S'il y a un thème qui entraîne du jugement, c'est probablement le thème de l'argent. Vous dépensez trop, vous dépensez pas assez, vous le faites reprocher, vous êtes trop bien habillé, vous allez créer de l'envie, vous n'êtes pas assez bien habillé, vous allez être critiqué. Et donc, la peur d'être jugé est constante. La peur d'être puni. Parce que si vous avez besoin d'être un bon client pour la banque, un bon citoyen, vous êtes mieux de payer vos contraventions à temps parce qu'ils augmentent, puis vous êtes mieux de payer vos impôts à temps parce que vous avez... Donc, il y a un contrôle, donc la peur de la punition. Les deuils. On a des choix à faire. Et quand on fait des choix, on fait des deuils. Et on fait le deuil d'un rêve qu'on avait, qu'on ne réalisera pas. Régulièrement de choses dont on pourrait avoir envie. Or, un élément essentiel au bonheur, c'est la capacité de faire des deuils. Et malheureusement, tout est construit pour pas qu'on soit obligé de les faire. Allez dans un magasin puis dites « Oh non, je ne pourrais pas acheter ce meuble-là, j'en ai pas les moyens en ce moment. » Il y a fort à parier qu'on va vous expliquer que vous avez le moyen, on va vous mettre 5 ans pour le payer. Vous ne ferez pas le deuil. Vous allez l'acheter.
Une des entrevues que j'écoutais la semaine dernière où la personne disait, vous devriez, la personne parlait du crédit, disait, on devrait rien mettre à crédit, on devrait tout payer nos cartes de crédit dans les 30 jours, puis on devrait jamais acheter des meubles, bon, puis tout ça. Il y avait une petite ouverture quand même pour acheter une maison, tu sais. C'était permis de monter. Et moi, je me disais, mais il a probablement raison, mais si on était responsable comme société, on arrêterait d'en faire de la publicité. Ça se pourrait, des cartes de crédit qu'on est obligés de payer dans les 30 jours. Si on était obligé de les payer dans les 30 jours, on les paierait. Donc, de culpabiliser, moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est de culpabiliser les personnes, c'est de perdre de vue tout le système social dans lequel ça s'insère. Il n'y a pas que la personne qui est responsable de son comportement. Il y a tout l'environnement dans lequel vit cette personne-là. Écoutez, les jeunes, là, ils n'ont pas fini leur cégep, puis ils ont déjà toutes les banques qui courent après eux autres pour leur offrir des cartes de crédit. Fait qu'ils vivent déjà dans une société où on leur dit « t'as pas de deuil à faire ». Et s'ils n'arrivent pas à faire ces deuils-là, bien évidemment, ils vont surconsommer. L'envie et la culpabilité. Ce sont deux jumelles, l'envie et la culpabilité. Deux facettes d'une même médaille. Les rapports humains sont teintés d'envie. Hein? On a beau ne pas l'admettre, les plus jeunes enfants vont envier celui qui a quelque chose qu'ils n'ont pas. Et les relations familiales sont aussi teintées d'envie. Mais les aspects financiers vont concrétiser cette envie-là. Tu sais, vous pouvez toujours envier quelqu'un parce qu'il est fort, mais vous allez finir par vous dire « oui, mais il n'est pas fort partout, puis il n'est pas si fort que ça ». Puis, tu sais, vous n'avez pas des mesures aussi précises que l'aspect concret que va amener les aspects financiers et leur matérialisation, justement. Or, quand je dis la petite jumelle, c'est la culpabilité, c'est que être envié, être dans l'autre position, la position d'être envié, ça génère de la culpabilité. D'ailleurs, on dit qu'une des raisons qui explique pourquoi certaines personnes ont constamment de la difficulté avec l'argent, c'est qu'ils se punissent eux-mêmes. Ils posent le geste même qui va faire en sorte que ça va mal aller. Et donc, ils ne seront pas enviés parce qu'ils vont être en difficulté. C'est vrai par rapport à l'argent, c'est vrai dans d'autres domaines aussi. Écoutez, dans les rapports amoureux, on voit assez souvent ça, des gens qui se mettent en échec, relation après relation. Comme ça, ben, au mieux, on dit pauvre lui ou pauvre elle, ça ne marche pas, mais on ne les envie pas. La peur d'être envié, c'est quelque chose qui gère beaucoup de nos comportements. Et c'est généralement pas conscient. Et la culpabilité d'avoir ce qu'on a va faire en sorte parfois qu'on le perd. Et d'ailleurs, vous voyez ça des fois, vous avez peut-être vu ça dans votre vie, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau des affaires, au niveau de l'expression d'un talent quelconque ou de la création d'une relation. Quelqu'un qui se rend jusqu'au bout, qui réussit vraiment bien, puis à la dernière étape, bang, une erreur qui fait un échec. Évidemment, un des facteurs possibles, c'est la peur du succès. Et ça a été bien documenté. La peur du succès, elle est encore plus grande chez les femmes que chez les hommes. Pourquoi? Parce que si vous réussissez, vous allez être envié. Et les femmes ont souvent plus de difficultés à vivre le fait d'être enviées que les hommes. Donc ça, c'est important d'être conscient de ça. Dans notre rapport à l'argent, est-ce qu'on se sent coupable de ce qu'on a? Est-ce qu'on a peur d'être envié? Est-ce que quand on envie l'autre, est-ce que c'est vraiment quelque chose en soi qui est souffrant, qu'on cherche
à réparer en disant l'autre n'est pas bon de l'avoir. Ça mérite réflexion. Des pertes de contrôle. Dans notre vie, on peut avoir des pertes de contrôle sur beaucoup de choses. Hein, on est éduqué à se contrôler. Ben, les pertes de contrôle au niveau des dépenses financières, on voit ça assez souvent. De gens qui ils se sentent coupables, ils ne sont pas encore rendus chez eux avec l'objet qu'ils ont acheté. D'ailleurs, c'est documenté, ça, la culpabilité de l'acheteur. Vous achetez une chose, et quand vous envoyez une autre, disons, vous achetez une voiture, on va prendre un gros exemple. Vous achetez une voiture, puis là, vous tombez sur une revue qui critique les différentes voitures. Vous ne lirez pas de peur qu'ils disent quelque chose de négatif sur la voiture que vous avez achetée. On s'organise pour rester en équilibre avec soi-même. Évidemment, la tristesse, le manque peut nous mettre en contact avec beaucoup de tristesse et l'euphorie. Parce qu'évidemment, si vous gagnez ou si vous gagnez une loterie, vous allez être euphorique, ou si vous venez d'avoir un gros cadeau ou une grosse augmentation ou quelque chose, vous allez avoir de l'euphorie. Mais, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est une euphorie qui est de courte durée. Donc, comme vous voyez, l'argent suscite beaucoup, beaucoup d'émotions. Mais ces émotions-là, ils ne sont pas provoqués par l'argent lui-même concret qui est dans votre porte-monnaie ou qui est dans votre compte de banque ou qui n'y est pas. Ils sont provoqués par des situations qui, elles, sont représentées par l'argent. S'il n'y avait pas de rivalité financière, il y aurait de la rivalité quand même. S'il n'y avait pas de manque financier, il y aurait des manques quand même. S'il n'y avait pas le besoin, s'il n'y avait pas des satisfactions qu'on va chercher en consommant, on serait quand même en recherche de satisfaction. Ce qui est important, c'est d'enlever l'argent comme écran, d'arrêter de penser que c'est ça le problème. Que si je suis anxieuse par rapport à l'argent, que c'est l'argent qui me rend anxieuse. Mais non, la question c'est qu'est-ce qui me rend anxieux de façon plus profonde? Quel est mon manque? Quelle est ma peur? Quel est mon désir? Quelle est ma relation aux autres? Qu'est-ce que je crains comme jugement de la part des autres? Alors, si on se pose ces questions-là, on va toucher les vraies émotions. Et on va arrêter de tout calculer en termes financiers. Il n'y a personne qui va vous dire ben moi, je cherche un partenaire et je voudrais que cette personne-là gagne plus que tant. C'est pas écrit dans la presse, ça. Ah oui, ça va jusque-là, dans les petites annonces, le salaire est marqué maintenant. Ah bon, ben écoutez, vous m'en apprenez. Mais ouais. Dans les téléromans, on voit ça. On a vu un extrait d'ailleurs où, dans une expérience de speed dating, là, le monsieur rencontre la dame, puis la dame a dit « Vous gagnez combien? » Il dit « 68 000 ». Elle dit « Moi, je ne vais pas en bas de 100 000 ». Je me suis dit, bon, on est à la télé. Mais là, vous me dites que peut-être qu'on est dans la réalité. Bien, dans le couple, l'argent a énormément d'importance. Premièrement, est-ce que vous pensez vraiment que ça ne joue pas du tout dans l'attrait? Non. L'attrait qu'on peut avoir pour quelqu'un, dans la séduction. Ça joue. Ça joue. Ouais. Il s'agit de voir, et là aussi, parce que c'est très, très ancien à l'intérieur de nous, par exemple, pour une femme, d'avoir besoin d'un protecteur. Dans la nature, dans l'évolution, les femmes avaient besoin de quelqu'un qui allait protéger non seulement elles, mais les enfants, la famille. Donc, bien sûr, consciemment, on est rendu ailleurs. Pas toutes, mais... Et
Mais on ne change pas l'inconscient, et en particulier l'inconscient collectif, aussi rapidement qu'on change une convention sociale. Il reste de ça. Donc, évidemment, et les études montrent que les hommes qui ont plus d'argent ont généralement plus de partenaires, un plus grand nombre de partenaires, mais ils ne sont pas plus heureux, en amour. Dans le reste, c'est que... Donc, il y a un facteur de séduction. Et c'est pas juste l'image, c'est aussi le rêve. Entrer dans une relation amoureuse, c'est aussi une part de rêve. Qu'est-ce qui serait possible? Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette relation-là? Qu'est-ce que je pourrais faire avec cette personne-là? Ah, il y a des partenaires qui vont vous faire rêver plus que d'autres. Mais vous savez que maintenant, il y a des hommes qui ont envie de rêver à ce que le revenu des femmes va leur permettre de faire aussi. Parce qu'il y a eu la libération de la femme, mais ça a été très libérateur pour l'homme. Parce que le rôle de pourvoyeur, il était lourd à porter aussi. Le rôle d'être l'unique pourvoyeur. Donc, les choses se sont transformées pour l'un et pour l'autre. Mais dans la réalité aussi, former un couple, c'est le début d'un projet. On fait un projet de couple qui lui-même va donner lieu à des projets. Ces projets-là, évidemment, vont avoir besoin de ressources financières. Fait que, donc, l'attrait, c'est en lien aussi avec l'argent. Pour les femmes aussi, écoutez, si la consommation ne rendait pas les femmes plus attrayantes, il y a fort à parier qu'il y a des départements de parfums, de vêtements, de tout qui fermeraient, là, on s'entend, hein? Pendant la relation, les inégalités vont beaucoup se manifester aussi. Il fut un temps où ça ne se passait pas comme ça parce que l'homme et la femme avaient chacun leur territoire. Donc, on ne comparait pas. On ne négociait pas de cette manière-là. Tandis que maintenant, plus. Alors, il y avait quelqu'un qui me disait, écoute, on s'est fait avoir. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tu sais, nos mères qui ne gagnaient pas de revenus, lorsqu'elles se séparaient, elles avaient droit à la moitié. Maintenant, si tu gagnes le tiers de ce que ton conjoint gagne, quand tu te sépares, tu as juste droit au tiers. Elle dit, tu t'es fait avoir. Mais en tout cas, je pense pas qu'on ait tout calculé comme ça, mais je pense qu'effectivement, on a minimisé, on a banalisé ce que ça pouvait signifier dans une relation aussi affective, aussi chargée que la relation de couple, le fait de transformer les rapports économiques, l'un par rapport à l'autre. On n'a pas vu venir ça. Il y a eu des générations où on n'avait pas de modèle et de plus en plus, il y a des modèles. Ça va faciliter l'entrée en couple et la gestion des conflits chez les jeunes qui auront vu leurs parents les résoudre, les conflits. Mais beaucoup ne l'ont pas vu. Et ces inégalités-là vont faire en sorte que non seulement il y a du contrôle de l'un sur l'autre, parfois, souvent, mais souvent, il n'y a pas de partage et de réciprocité. Parce que la réciprocité n'est pas seulement du calcul, c'est pas un 20 $ pour un 20 $, mais c'est le fait c'est ça qui tient une relation, c'est qu'on, réciproquement, on se donne quelque chose mutuellement. On sait que dans les familles où la femme où l'homme a un plus gros revenu, c'est rassurant pour la famille. La famille est rassurée quand un homme a un gros revenu. Et quand c'est la femme qui a un plus gros revenu, ça crée de l'anxiété. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Si elle a un plus gros revenu, c'est que le centre de sa vie est à l'extérieur de la famille. Donc, on a peur qu'elle investisse davantage à l'extérieur de la famille qu'à l'intérieur de la famille. Tandis qu'on n'a pas cette peur-là quand c'est l'homme. Et dans les cas de séparation,
évidemment, l'argent est un enjeu terrible pour toutes sortes de raisons. Premièrement, en général, quand les gens se séparent, ils s'appauvrissent tous les deux. Hein, c'est très, très rare que, d'ailleurs, vous avez toujours l'impression que c'est votre ami à vous qui s'est fait avoir. Mais vous vous trompez, c'est que les deux ont perdu. On a souvent l'impression, les gens font souvent un clivage et prennent parti pour un des deux. Mais souvent, la rupture émotive, elle est très, très difficile à faire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prolonger le plus longtemps possible les chicanes sur le nombre de pots d'épices, puis les meubles, puis comment on va diviser telle chose, puis le REER, puis tout ça. Et pendant qu'on chicane là-dessus, on est encore en relation. On chicane, mais on n'est pas encore complètement séparés. Alors, il y a des couples qui n'en finissent plus de se séparer, même si c'est douloureux, même si ça semble être du conflit. C'est moins pire pour eux que de faire face au vide, que de faire face à la séparation définitive. On sépare les biens, mais ce qu'on est en train de séparer, c'est un lien. Et ce lien-là, il est plus difficile à perdre souvent que la moitié de la maison. Il y a des choses à faire pour se sentir bien avec l'argent. Je vous parlais tout à l'heure de faire des deuils, faire des choix. Mais pas les choix qui nous viennent de l'extérieur. Quelqu'un me rappelait que j'avais dit que la capacité d'être heureux repose beaucoup sur la capacité de faire des deuils. Et ça, c'est fondamental. C'est une chose, vous savez, quand on dit « the poor little rich boy », un enfant à qui on n'apprend pas à faire le deuil d'une chose qu'il voulait, c'est pas un enfant à qui on rend service. On doit apprendre dans la vie à vivre avec quelque chose qu'on n'aura pas. Et c'est vrai au niveau matériel, mais c'est pas juste vrai au niveau matériel, c'est vrai au niveau affectif aussi. On n'a jamais eu exactement la mère qu'on voulait, ni le père qu'on voulait, ni les frères et sœurs, ni le conjoint, ni les enfants qu'on voulait. On leur dit pas, mais tu sais, quand on... bon, tu sais, les personnes ne correspondent pas à notre idéal et il y a des gens qui sont systématiquement souffrants de ne pas avoir ce qu'ils voulaient. Et il y a d'autres personnes qui sont capables de faire le deuil. Faire le deuil, ça ne veut pas dire ne pas avoir de peine. C'est être capable de dépasser cette peine-là. Donc, faire des choix, c'est faire des deuils. Parce que quand on choisit une chose, c'est qu'on n'en prend pas une autre. Alors, ce serait facile pour moi de vous dire, ben, faites des choix réalistes. Le problème, c'est quoi la réalité? Qu'est-ce qui est de la réalité? Qu'est-ce qui est vraiment un cadre qui se calcule? Et on peut penser que l'argent, comme ça se calcule, que c'est facile de savoir c'est quoi ma réalité. Mais c'est pas si simple que ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qui je suis, moi. Moi, en tout cas, ce soir, j'espère que j'ai culpabilisé personne. J'espère que je vous ai donné le goût de profiter de toutes les chances qui sont autour de vous, mais pas pour correspondre à une image extérieure de ce qui devrait être votre bonheur, mais pour correspondre à l'image que vous êtes capable de vous faire de vous-même, de dire « moi, je serais quoi si j'étais plus heureuse, si j'étais plus heureux ». Et ça varie d'une personne à l'autre. Socialement, pour nous garder tout ensemble, c'est un mécanisme de contrôle social qui est répandu ça, dans toutes les sociétés. Pour nous garder ensemble, on nous projette un modèle. On dit, c'est ça le bonheur. Essayez donc de correspondre à ça. Tu sais. Puis on achète pas mal ça, cette idée-là. Puis effectivement, il y a des choses qui rendent à peu près tout le monde heureux. Fait que, bon, tu sais, on veut toutes des vacances, on veut un travail, on veut bien manger. Bon, tu sais, on veut ça. Mais il y a énormément de choses qui nous différencient les uns des autres. Et c'est ça que toute notre vie, on aura à chercher parce qu'il n'y a pas deux bonheurs qui se ressemblent, parce que chaque personne a son histoire.
Et il n'y a pas une belle et une mauvaise histoire. Moi, je peux vous dire que c'est tellement vrai que chaque personne a son histoire que moi, ça fait plus de 30 ans, je pratique très peu maintenant, mais je pratique encore, mais ça fait plus de 30 ans que je suis psychologue et j'ai vu du monde. J'en ai vu beaucoup, beaucoup de monde, puis quand on voit des gens en clinique, on les connaît dans leur intimité. Et je peux vous assurer que j'ai jamais vu deux personnes pareilles. Les êtres humains sont tellement différents les uns des autres, si vous les connaissez un peu plus, qu'il y a toute la richesse. Et j'ai vu très souvent des gens très malheureux qui n'avaient pas perdu grand-chose. Et des gens qui avaient tellement perdu que ce qui m'émerveillait, c'était leur capacité d'être heureux malgré ce qu'ils avaient perdu. Donc, je peux vous assurer que la capacité d'être heureux, elle existe, elle est à l'intérieur de nous. Elle exige toutefois qu'on se connaisse suffisamment, qu'on fasse des choix qui nous ressemblent, plutôt que de se forcer à correspondre à une image, à consommer ce qu'on nous incite à consommer et à se sentir coupable de ne pas correspondre à tel profil qui est le profil qui est valorisé socialement.